Bonsoir. Plus 38% pour des blancs de poulet, plus 35% pour des steaks hachés ou de l'huile de tournesol. Ce sont les tout derniers chiffres impressionnants, le palmarès des produits qui ont le plus augmenté dans les supermarchés. Une inflation record et parfois cachée. Vous allez découvrir comment certains emballages sont discrètement modifiés pour réduire les quantités et faire monter les prix au kilo, ni vu ni connu. Qui arrive à voir qu'il manque 2 grammes à son kiri? Personne. Y aurait-il des profiteurs de l'inflation? Des industriels ont accepté de nous montrer le double jeu des grandes surfaces. Certaines font flamber les prix en rayon, tout en achetant toujours plus bas aux producteurs. On s'est aperçu que notre gâteau breton caramel était jusque-là vendu à 2,49 dans l'enseigne et qu'alors que nous, on nous a refusé une hausse, il est passé à 2,59. Donc il a pris 10 centimes au cours de l'année. Et pour parler des dérives de cette guerre des prix, on s'est installé dans cet hypermarché de Neuilly-sur-Marne. On y recevra tout à l'heure le PDG de Système U, le seul patron de la grande distribution à avoir accepté de répondre à nos questions. Vous comprendrez pourquoi certains n'ont pas vraiment voulu jouer le jeu de la transparence avec cette enquête très documentée signée Rémi Delécluze pour STP Productions. Son magasin ouvre ses portes dans quelques minutes. Mais Thierry Barbier a une dernière formalité à remplir. Et pas question de l'oublier. Brigitte, je te laisse finir la palette. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller changer les prix. D'accord, hein, ok. D'accord. Depuis le début du printemps dernier, tous les matins, la direction du groupe Carrefour lui envoie les hausses de prix qu'il va devoir répercuter dans ses rayons. Alors aujourd'hui, on a à peu près, on va regarder, une centaine de produits en hausse. Donc effectivement, on a des panini, les steaks hachés moelleux, surgelés. On passe à 8,68, 1 € d'augmentation. Pour 10 steaks hachés, 1 € d'augmentation. C'est quand même des augmentations qui sont effrayantes et conséquentes. Thierry a augmenté le prix de 300 références en 3 semaines. Et la valse des étiquettes ne fait que commencer. Il est en prévision, d'après Carrefour, 7000 produits qui vont être augmentés, pratiquement la totalité de la marchandise dans nos magasins. Et ça, c'est énorme, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais rencontré ça en 30 ans de métier, jamais vu une telle augmentation massive de tous les produits. En quelques clics, le prix de 83 produits augmente simultanément. 54 centimes de hausse pour ce saumon fumé. 12 centimes d'augmentation pour ces croissants. 14 centimes en plus pour ces bonbons. En moyenne, le tarif des produits a augmenté de 5 à 10%. Il y a une guerre, effectivement, entre les enseignes, une guerre de prix qui tendait les prix vers le bas. Mais là, ça c'est, voilà, il rattrape tout. Là c'est même pire que du rattrapage. Là. Quand il passe à la caisse, les clients sentent bien la différence. Comme cet habitué qui vient d'acheter un poulet à 10,40 €. Ça m'inquiète parce que j'ai peur que ça continue à remonter. Puis les salaires, ça ne bouge pas. Le prix au kilo, ça a augmenté de 50 centimes. C'est-à-dire à peu près 6%. Et dans la volaille, c'est certainement pas terminé, effectivement. Vous avez raison. Donc on achète le minimum, juste. Fabricants ou grande surface, à qui profite cette flambée des prix? Au rayon liquide vaisselle, ce produit est passé de 2,25 € à 2,30 €, soit un peu plus de 2% d'augmentation. Nous avons contacté le patron de la PME qui le fabrique. Il est formel, ce n'est pas lui qui empoche la différence. Vous n'avez augmenté vos prix chez aucune enseigne? Ah oui, pour l'instant, oui, avec aucune. Tout le monde a passé des hausses, alors qu'on n'a pas passé de tarifs. Les plus forts, c'est Carrefour. Et Leclerc et Inter commencent à passer des hausses. Qu'en pensent les 3 enseignes concernées? Nous les avons contactées, silence radio. Si l'on en croit leur publicité, quand l'inflation menace... C'est Leclerc le moins cher, tout comme à Arly, Gouesnou et Clermont-Ferrand. Intermarché, quand on vous dit qu'on est contre la vie chère. Les grands distributeurs sont les meilleurs défenseurs du pouvoir d'achat des Français. Oh, on est très mal, patron. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites depuis 10 ans. Pendant des mois,
nous avons enquêté dans un milieu où règne l'omerta par peur des représailles. On est complètement dans un rapport de soumission. Et par souffrance, si vous voulez, c'est comme ça ou rien. Honnêtement, j'aurais du mal, je pense, à témoigner. J'ai beaucoup à perdre, en fait. Entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs, des négociations sous tension durent depuis octobre dernier. Habituellement, rien ne filtre de ces échanges. Mais un acteur de ce bras de fer a accepté de nous en dévoiler les coulisses. Il a enregistré pour nous une partie de ces négociations avec 2 grandes enseignes d'hypermarchés. L'idée, c'est pas de vous comprendre et de l'accepter. L'idée, c'est qu'en ce moment, c'est la bagarre. Pour mettre la pression sur certains fournisseurs et acheter au prix le plus bas, des groupes d'hypermarchés stoppent une partie de leurs commandes. Ça, vous en avez plus? Non. Ce sont des méthodes illégales au sens du code du commerce, puisqu'elles consistent à procéder à une forme de chantage qui est dénoncée par le code du commerce. Pour protéger leurs marges, les géants de la distribution n'hésiteraient pas à sanctionner leurs fournisseurs, parfois abusivement. C'est toutes les livraisons qui sont avec des pénalités. Ça peut aller jusqu'à 33% de la valeur. Donc c'est plus que notre marge, largement. Face à la flambée des prix, révélation sur des méthodes secrètes qui flirtent parfois avec l'illégalité. En Bretagne, une patronne de PME a accepté de nous parler de ses négociations avec les grandes surfaces. À une seule condition, celle de ne pas donner leur nom. Depuis 70 ans, cette entreprise produit des pâtisseries à la chaîne. Mais ce matin-là, Marie-Laure Jarry a une très mauvaise nouvelle à annoncer à ses salariés. Est-ce que la production est terminée? Ouais. Bon, bah je peux venir pour l'annonce aux équipes alors. À tout de suite, merci. C'est la dernière fournée de ces biscuits vendus sous la marque d'une enseigne de hard discount. Je vous laisse venir. Le coût des matières premières flambe, mais la chaîne de supermarchés a refusé d'augmenter le prix d'achat de ces galettes. Donc c'était la dernière fois qu'on produisait les galettes aujourd'hui. Ils n'ont pas souhaité proposer un produit plus cher et donc ils ont décidé d'arrêter, d'accord? C'est une perte qui est importante pour l'entreprise, qui va avoir des impacts notamment sur le travail des intérimaires. Je sais qu'il y en a parmi vous. 10 intérimaires ne travailleront plus dans l'usine. Un coup dur pour l'ensemble des salariés. Bah, ça va faire un gros client en moins, quoi. C'est juste ça. Est-ce que tout le monde va avoir du travail? C'est ça qui est en perspective. Alors pour le moment, il n'est pas question de réduire l'effectif de Maison Le Goff, hein, si c'est ça la question. Ouais. En revanche, pour les intérimaires, oui, il y aura moins de travail pour l'instant. Ouais. L'arrêt de cette production, c'est 700 000 € de chiffre d'affaires en moins, 15% de son activité. En 6 mois, un produit peut disparaître du rayon. Et je pense que c'est peut-être que le début par rapport à la crise des matières et des emballages qu'on traverse. Parce que si l'enseigne, elle raisonne qu'en image-prix, elle va en supprimer des produits. Pourtant, Marie-Laure Jarry n'avait pas l'impression d'avoir été trop gourmande avec son client. Elle ne réclamait que 25 centimes de hausse par boîte de gâteaux. Tout juste de quoi absorber, selon elle, la flambée du prix de ces matières premières qui a démarré bien avant le début de la guerre en Ukraine. Donc ici, on a du film qui a pris 18% en 2021. On a du sucre qui a pris 7%. On a de la farine ici qui a pris 21%. Ici, on a du fourrage pruneau qui a pris 70%. Ici, on a de l'huile de colza qui a pris 30% de hausse. Sans parler du beurre, dont le prix a doublé. Selon ses calculs, Marie-Laure Jarry perd de l'argent sur 4 recettes, y compris sur l'un de ses produits phares, le gâteau breton au caramel beurre salé. C'est un produit vendu sous la marque d'un célèbre distributeur. Actuellement, ses coûts de production s'élèvent à 1,72 € par gâteau, alors qu'elle le vend à l'enseigne 1,69 €, soit une perte de 3 centimes par gâteau. L'enseigne, elle,
revend en magasin cette pâtisserie à 2,49 € et réalise donc au passage 47% de marge brute. L'été dernier, Marie-Laure Jarry a tenté de renégocier ses tarifs à la hausse. Mais la chaîne de supermarchés lui a répondu que ce n'était pas le moment. Dans le cadre exceptionnel de l'évolution du prix des matières premières, nous consentons à examiner votre demande et nous vous proposons d'en discuter ensemble dans le cadre plus général de l'appel d'offres annuel qui s'ouvre au mois de septembre 2021. Elle signifie qu'il n'y a pas d'augmentation en cours et qu'on attend le nouvel appel d'offres. Voilà ce qu'elle signifie. Quand j'ai reçu ce courrier, je me suis dit mais c'est injuste. Et alors le pire, c'est quand j'ai vu l'augmentation sur le tract. Alors là... Car 3 mois après avoir reçu ce courrier, voici le tract qu'elle découvre presque par hasard. On s'est aperçu que notre gâteau breton caramel était jusque-là vendu à 2,49 dans l'enseigne et qu'alors que nous, on nous a refusé une hausse, il est passé à 2,59. Donc il a pris 10 centimes au cours de l'année. Mais là, je ne vous cache pas que ça a été le coup de massue, quoi. Alors que la maison Le Goff dit perdre de l'argent sur ce produit, le groupe de supermarchés a augmenté de 10 centimes son prix en rayon, passant de 47 à 53% de marge brute. Pourtant, la même semaine, une campagne de communication est diffusée dans la presse locale. L'enseigne y affirme son soutien aux producteurs français et cite entre autres la biscuiterie Le Goff. On ne peut pas dire qu'on soutient l'emploi, en tous les cas nous 45 personnes chez les producteurs locaux, si demain on n'a pas une discussion qui relève de l'équilibre pour nous sur le prix. Ces arguments, Marie-Laure Jarry les a utilisés pour pousser 2 clients à lui acheter ses produits plus chers. Parviendra-t-elle à convaincre celui-ci? Elle a rendez-vous avec une représentante de ce distributeur. La chef d'entreprise espère obtenir 31 centimes d'augmentation de tarif. Mais l'acheteuse ne répond pas. Bon, je peux regarder mes mails. Est-ce qu'elle m'a envoyé un mail? Ça arrive souvent, des rendez-vous manqués comme ça? Déplacés, manqués, en retard. C'est notre quotidien. Ça fait partie de la négo, ça, de gagner du temps. 30 minutes après l'heure fixée, toujours pas de nouvelles. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonsoir madame Marie-Laure Jarry, maison Le Goff. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me rappeler sur mon portable. C'est ça la vie de la grande distribution. C'est-à-dire? La vie de la grande distribution, c'est que c'est eux qui décident. D'accord? Donc s'ils n'ont pas envie de vous prendre, même si vous ont dit que vous avez rendez-vous, vous n'avez pas rendez-vous. D'accord? Au bout d'1h30, la colère monte. C'est irrespectueux. La suite des négociations se déroulera loin de notre caméra. Bilan, 20 centimes d'augmentation. 11 de moins que ce qu'espérait la patronne de PME. Fournisseurs contre distributeurs. Comment se passent ces négociations où chaque centime compte? Respectent-elles les règles censées protéger les producteurs, petits ou gros, contre la toute-puissance des grandes surfaces? Un homme va nous donner accès à ces échanges couverts par le secret des affaires. Vous avez forcément déjà vu les marques qu'il commercialise dans les rayons de votre hypermarché. Mais vous ne verrez pas le visage de ce salarié, que nous appellerons Arthur. Moi, je travaille pour une entreprise agroalimentaire, qui est une entreprise internationale, une entreprise de taille importante qui fait un chiffre d'affaires significatif en France, plusieurs centaines de millions d'euros. Et pourquoi vous ne souhaitez pas parler à visage découvert? Si je le fais, je suis mort. Et mon entreprise est morte parce que immédiatement, les distributeurs dont je vous parle prendront des sanctions radicales vis-à-vis de notre chiffre d'affaires. Et ce serait donc dramatique pour mon entreprise. On ne parle pas dans ce milieu, vous savez. Arthur travaille pour un géant de l'agroalimentaire. Pour négocier avec une multinationale comme la sienne, les grandes surfaces françaises se sont alliées. Fin 2018, les enseignes Carrefour, Système U, Cora et Match ont créé l'alliance Envergure. Une centrale d'achat commune
qui pèse à elle seule cette année environ 35% du marché de la grande distribution française. L'année dernière, Intermarché et Casino se sont associés et ont choisi un nom très évocateur pour leur alliance, Oxo. C'est le nom de la déesse de la croissance dans la mythologie grecque. Arthur a déjà eu un premier rendez-vous avec les acheteurs d'Oxo. La suite des négociations s'annonce particulièrement tendue. Il faut avoir en tête que c'est un client qui pèse jusqu'à quasiment 30% de notre chiffre d'affaires. Donc les enjeux sont énormes pour nous. Et aujourd'hui, on a affaire à une centrale qui demande une baisse de prix, alors qu'objectivement, on a besoin un minimum d'augmenter nos prix de 5 à 6% pour couvrir partiellement la hausse de coûts auquel on fait face. Donc pas mal de stress, effectivement, avant ce deuxième rendez-vous. Le premier est effectivement extrêmement difficile et le deuxième, à mon avis, valait tout autant. Arthur a accepté d'enregistrer une partie de ses échanges avec les acheteurs d'Oxo. Nous les avons écoutés avec lui. Au bout du fil, ses interlocuteurs n'en démordent pas. Pas question pour eux d'acheter plus cher. Donc, vous voudrez savoir avec vous aujourd'hui comment est-ce qu'on avance avec vous? Aujourd'hui, nous avons des niveaux de proposition de la part de vos concurrents qui sont meilleurs que les vôtres. Donc dans ce cadre-là, quand on vous explique que votre tarif de départ, on s'en fout, parce que c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Vous devez accepter cet état de fait. Mais non, je ne l'accepte pas. Quand on a des coûts de production qui font x6, x7 depuis le début de l'année, à un moment, c'est pas possible. En fait, il faut qu'on sorte de ce schéma. L'idée, c'est pas de vous comprendre et de l'accepter. L'idée, c'est qu'en ce moment, c'est la bagarre. C'est la bagarre, c'est la compétition en fait. C'est-à-dire que Intermarché, AMC font face à Leclerc, font face à Carrefour, font face à Système U. Moi, je n'ai pas de sujet. Dans une course, il y a des premiers, il y a des derniers. On se dit que c'est un truc de fou, quoi. Quand on les écoute, on ne peut discuter que de baisse de prix. Ils ne pensent qu'à préserver et à augmenter leur propre profitabilité et à repousser toute discussion et demande de prise en compte de l'inflation. Pourtant, depuis janvier 2022, les règles de négociation ont changé. Pour protéger le revenu des agriculteurs, la loi Egalim 2 impose aux enseignes de supermarchés d'accepter les hausses dès lors qu'elles sont liées à l'augmentation du prix des matières premières agricoles. Or, l'entreprise d'Arthur achète beaucoup de céréales dont les cours ont explosé ces derniers mois. Et au travers de votre demande et des plans que vous nous proposez, si je devais résumer, on n'a pas l'impression d'ailleurs. Ce qu'on lit, c'est que cette loi qui doit régir nos relations ne s'impose pas à vous. La loi ne dit pas inflation obligatoire. Elle dit protection de la hausse des matières premières agricoles. Très clair. Elle ne vous interdit pas de négocier tout le reste. Et pas enfermé dans un cadre de négociation en inflation, ce n'est pas vrai. On peut faire des demandes en déflation, on peut aller en déflation. Et confidence pour confidence, vous n'avez pas la meilleure proposition aujourd'hui. C'est pas ça le sujet. Le principe, c'est est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à considérer la situation économique du moment et accepter une inflation? Non. Ok. Très bien. C'est clair. Une seule loi, mais deux interprétations diamétralement opposées. Nous avons voulu soumettre cet échange à Grégory Besson-Moreau, le rapporteur de la loi Egalim 2. On n'a pas l'impression d'ailleurs. Ce qu'on lit, c'est que cette loi qui doit régir nos relations ne s'impose pas à vous. Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à considérer la situation économique du moment et accepter une inflation? Non. Ok. Très bien. C'est clair. Ce que je viens d'entendre, là, pour moi, c'est tout bonnement clairement scandaleux. Ce n'est pas en adéquation avec l'idée et l'ambition de la loi Egalim 2. Clairement, là, on va à l'encontre de cette loi. J'entends quelqu'un qui me dit « cette loi, je m'en fous ». Mais finalement, Oxo va changer de méthode. Arthur refuse toujours de baisser ses prix. Alors l'Alliance fait monter la pression. Donc on s'est retrouvé finalement avec des menaces de représailles très fortes et que moi j'assimile à une tentative de nous soumettre finalement à leur demande de déflation. Voilà la proposition d'Oxo. La centrale d'achat accepte d'acheter plus cher les produits d'Arthur. Mais elle exige en échange qu'il finance d'importantes promotions en magasin.
Et surtout, la centrale d'achat lui annonce que plusieurs de ses marques seront retirées des rayons d'Intermarché et de Casino. Arrêt de la marque dans plusieurs enseignes, réduction des gammes chez Casino. En fait, Oxo refuse le principe d'inflation. À partir du moment où vous me proposez un plan d'affaires négatif, un plan d'affaires sanction, où il y a des arrêts de marque. Inacceptable pour l'entreprise d'Arthur qui a fait ses comptes. Ces marques déréférencées, ce serait environ 15% de chiffre d'affaires en moins chez Intermarché et Casino. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis dans un environnement concurrentiel et que vous aussi, vous êtes dans un environnement concurrentiel. Vous avez aussi des petits copains qui rêvent que d'une chose, c'est de vous prendre vos places. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui du marché. Moi, je pense que le but de cette annonce est tout simplement de nous tendre le bras. C'est-à-dire ils pensent, et assez légitimement d'ailleurs, qu'on ne peut pas accepter 20% de baisse de nos assortiments dans leurs magasins, et que donc ça va nous obliger à retravailler notre proposition à la baisse de notre demande. C'est l'unique but, vous tendre le bras, vous faire peur. On vous a écouté poliment. Oui, ça c'est vrai. Non seulement on vous a écouté, mais en plus on vous a entendu. Je ne peux pas vous laisser dire que vous m'avez entendu. En fait, tout ça a vocation à quoi? À faire baisser mes prix? C'est ça, en fait, l'objectif recherché. Et c'est quoi d'autre, alors? Après 5 mois de négociations, Arthur obtiendra qu'Oxo accepte son augmentation de tarifs pour absorber la hausse des matières premières. Mais son entreprise devra financer d'importantes opérations de promotion en magasin. Finalement, environ 10% de ces références quitteront les rayons des 9000 magasins Intermarché et des enseignes du groupe Casino. Cette méthode de négociation est-elle courante? Nous avons fait le test dans plusieurs établissements Intermarché. Et cet hiver, au rayon bière, les étagères étaient un peu clairsemées. Ça, vous en avez plus? Non, plus. En fait, il est inactif. Ça va rouvrir. C'est-à-dire? Inactif, c'est un produit qui a été arrêté par la banque et on attend de voir. Plusieurs célèbres marques d'un des géants de la bière sont introuvables. C'est les négociations commerciales, donc tant pis ça devient un peu chaud. D'accord. C'est vrai, en plus, faut écouter les infos. Là, du coup, on l'a pas en ce moment. D'habitude, on l'a. Mais vous allez la avoir de nouveau ou pas? Ah, si, bah oui, certainement, oui. Une fois qu'on se sera mis d'accord sur le prix, c'est... Oui. Donc il y a des tensions en ce moment-là. Oui. Une partie des bières de cet important brasseur a été tout bonnement sortie de tous les établissements Intermarché. Nous avons eu accès à un document interne de l'enseigne. En janvier dernier, la direction commerciale de la grande surface annonce à tous ses patrons de magasins que la commercialisation de nombreuses références du producteur de bière est interrompue. Tu trouveras sous le lien ci-dessous le listing des références arrêtées. Au total, 56 produits disparaissent des rayons, soit environ 30% du chiffre d'affaires que ce géant de la bière en France réaliserait avec Intermarché. Contacté, le brasseur n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais nous sommes parvenus à joindre par téléphone un de ses cadres. On a constaté qu'il y avait un certain nombre de références qui n'étaient plus chez Intermarché. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Est-ce qu'aujourd'hui ces déréférencements sont un moyen de pression? Clairement, aujourd'hui, il y a des échanges qui ont lieu avec Oxo à ce sujet-là. C'est pour ça que je ne suis pas à l'aise de m'exprimer, parce qu'il y a des échanges qui ont lieu depuis le début de cette année. Mais je partage ce que vous constatez en point de vente. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je suis pas très confortable sur la situation. Intermarché a-t-il déréférencé une partie de la gamme de ce producteur de bière pour obtenir des baisses de prix? Aucun doute selon Laurent Plantevin. Il conseille le fameux brasseur dans ses négociations tarifaires avec les grandes surfaces. Cet industriel a reçu en octobre un courrier d'arrêt de référence massif, et a commencé ses négos dans ce cadre-là. Et dans le cadre des négociations, il lui a été demandé d'améliorer les conditions commerciales, alors même qu'il perdait un volume significatif de chiffre d'affaires. Comment cet industriel a réagi Enfin, c'est un choc, j'imagine, économique. Oui, c'est un choc, mais vous savez,
Rien n'est jamais définitif. On sait très bien que ça fait aussi partie des procédés de certains acheteurs. Des techniques a priori courantes, mais qui poseraient un sérieux problème de légalité selon Laurent Plantevin. Ce sont des méthodes illégales au sens du Code du commerce, puisqu'elles consistent à procéder à une forme de chantage qui est dénoncée par le Code du commerce. Oui. And so what? Vous n'allez pas traîner un de vos gros clients au tribunal des commerces. Ça n'a aucun sens. Vous allez protester. Vous allez envoyer des courriers. Vous allez envoyer des mails pour faire en sorte que s'il y a un contrôle du GCCRF, ils observent ça. Mais non, ça ne va pas aller plus loin. Comment les négociations tarifaires entre le brasseur et l'enseigne de distribution se sont-elles terminées? Sur ce point, Laurent Plantevin ne nous donnera aucun détail. Mais visiblement, un accord a été trouvé. Le 23 mars dernier, soit 3 semaines après la fin des négociations, les patrons de magasins d'Intermarché ont reçu ce mail de leur direction des achats. Chers collègues, la gamme du fournisseur contient des mises à jour importantes. Nous te conseillons vivement de commander rapidement ces produits et de réactiver ton réapprovisionnement automatique. La quasi-totalité des marques de bière qui avaient quitté les rayons d'Intermarché sont de nouveau commercialisées. Nous avons tenté à plusieurs reprises de contacter les dirigeants d'Oxo et d'Intermarché pour les interroger sur les méthodes de négociation révélées par notre enquête. Sans succès. Le PDG de la centrale d'achat dirige également un magasin. Alors nous décidons de nous rendre dans son supermarché. Heureux hasard, en arrivant sur place, nous tombons nez à nez avec lui. Bonjour, Rémi Delicluse, je travaille pour Complément d'enquête sur France 2. Oui. On a constaté qu'en magasin, il y avait des produits qui avaient disparu au début des négociations et que les fournisseurs en question avaient reçu et justement, ils ont reçu des courriers de déréférencement et les produits sont revenus par ailleurs. Ouais, je vois pas lesquels vous pouvez parler. Ouais. Sincèrement... Ça n'arrive pas. Non. Parce que je vous dis, voilà, on a des éléments qui tendent à prouver qu'il y a eu des mesures de rétorsion, des tentatives ou des référencements. Ouais, c'est le jeu classique de la police et des manifestants. Qui c'est qui a commencé? Plutôt, vous ne voulez pas baisser le prix, on retire une partie de vos gammes des magasins. Ça, c'était il y a 20 ans, 30 ans qu'on négociait comme ça. Non, c'est fini. Pour vous, il n'y a rien à dire? Non. Parce qu'on nous a rapporté des faits illicites. Bon, alors ça, c'est vraiment des trucs qui ouais. C'est leurs propos et j'aimerais bien qu'ils me l'écrivent et je les attaquerai en diffamation. Depuis, le patron de la centrale d'achat nous a fait parvenir une réponse écrite. Sur le respect de la loi Egalim 2, il est formel. Il n'y a pour nous aucune ambiguïté concernant l'acceptation des hausses justifiées de matières premières agricoles auprès des agriculteurs français. Mais le PDG d'Oxo fustige les géants de la bière, qui proposent des hausses du simple au double. Pas de réponse précise aux accusations de déréférencement, mais il assume mener des négociations serrées face à des marques qui voudraient profiter de l'inflation. Notre mission de distributeur au service du pouvoir d'achat des consommateurs est de négocier avec pragmatisme et de refuser les hausses indues. Défendre le pouvoir d'achat des Français, est-ce vraiment là l'unique motivation des négociateurs des grandes surfaces? Nous sommes parvenus à recueillir les confidences d'une ancienne acheteuse du groupe Carrefour. Bonjour. Bonjour. Nous l'appellerons Caroline. Pour rester plus discrète, elle a accepté que nous filmions notre échange en caméra cachée. Caroline a travaillé pour le géant de la grande distribution jusqu'à récemment. Je pense que j'ai jamais laissé passer un fournisseur en inflation. Pas un seul. Et lorsque les fournisseurs vous disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de baisser leur prix? Ah bah ils ont coûte que coûte, il va falloir qu'ils aient les moyens, sinon je coupe l'assortiment. Autrement dit, elle supprimait une partie des produits de son fournisseur des rayons de Carrefour. Pour nous le prouver, Caroline est venue avec des documents internes et confidentiels. Il s'agit des rapports de négociation avec une célèbre marque du rayon frais. On y découvre les demandes de l'industriel et ce qu'il a finalement obtenu à l'issue de ses négociations avec elle. Il est arrivé avec une inflation.
Cette année-là, le fournisseur réclame environ 14% de hausse de prix. Il n'en a obtenu que 2,2%. Mais ce serait déjà trop aux yeux de Caroline. Elle décide de le sanctionner en lui retirant plus de 5 500 000 € de volume de vente. L'année suivante, le fournisseur semble avoir compris le message. Il est arrivé en déflation. Donc il gagne en chiffre d'affaires. Cette fois-ci, l'industriel accepte de baisser ses prix de 2,7%. Et dans le même temps, l'acheteuse prévoit qu'il puisse augmenter son chiffre d'affaires de 5 millions d'euros chez Carrefour. À peu de choses près, la même somme qu'il avait perdue l'année précédente. C'est légal de faire ça? Non. Depuis quand c'est légal? Parce que ça reste un moyen de pression quand même. Quand on est dans l'engrenage de la grande distribution, on n'avait pas le choix. On avait des objectifs, il fallait les atteindre. Et réellement les atteindre. Caroline affirme avoir appliqué cette méthode avec de nombreux fournisseurs. Il faut dire qu'elle aurait tout intérêt à obtenir ces baisses tarifaires. Est-ce que vous aviez des primes si vous obteniez des baisses de tarifs ou... Non, bien sûr, on a notre prime. On a notre prime par rapport à notre travail. Je sais que ma dernière prime, elle représentait 5 000 € annuels. Contacté, le groupe Carrefour nous a fait parvenir cette réponse par mail. Lorsqu'un fournisseur propose un meilleur prix que son concurrent, le distributeur va en contrepartie et logiquement augmenter son volume d'affaires avec lui. Les deux parties créent ainsi de la croissance. Il est donc possible que les concurrents du fournisseur le plus compétitif perdent en volume d'affaires. Ce n'est aucunement une sanction. Quand elles leur concèdent des hausses de tarifs, les grandes surfaces feraient donc rarement de cadeaux à leurs fournisseurs. Au rayon promotion de vos supermarchés ou dans les coulisses de leurs entrepôts, les distributeurs ont imaginé un système pour reprendre parfois d'une main ce qu'ils ont donné de l'autre. Démonstration dans un supermarché avec Arthur. Après nous avoir révélé le contenu de ces négociations, il va nous dévoiler comment les enseignes facturent chaque mètre carré de leur magasin à leurs fournisseurs. Et ça commence dès l'entrée avec ses prospectus. C'est devenu un outil de plus en plus important compte tenu de l'inflation des prix et de la guerre des prix qui se livrent entre eux et des guerres de parts de marché qui se livrent entre eux. Ces prospectus sont distribués à des millions d'exemplaires. Forcément, pour une marque, c'est la garantie de faire du volume. Les enseignes le savent, alors elles monnaient l'emplacement très cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être présent sur les prospectus de la grande distribution, on paye pour ça. Alors, toute enseigne confondue, ça représente environ 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros annuels de budget pour les catalogues. Son entreprise apparaît dans 500 prospectus par an, soit 200 000 € par publication. Et les occasions de sortir son carnet de chèques ne manquent pas pour la société d'Arthur. Exemple, avec les publicités radio diffusées en magasin. Je paye ça. Pour ces merdes-là, je paye. Dans les négociations, parfois ils exigent que vous en achetez. Mais ça a été un nouveau moyen pour eux de nous faire investir de l'argent sur des choses qui, honnêtement, quand vous écoutez, sont très lointaines du client. Ça peut représenter à peu près 5 à 10 millions d'euros au niveau de toute la distribution. Ça peut aller vite. Entre 5 et 10 millions d'euros par an pour financer les spots radio du magasin. Mais la facture la plus lourde pour les fournisseurs, la voilà. Derrière les promotions en rayon, pour ces moins 70% par exemple, c'est très rarement l'hypermarché qui paye. Les enseignes font des promotions tout au long de l'année. Elles exigent à leurs fournisseurs de leur proposer des promotions régulières sur leur marque et elles exigent que ce soit eux qui les financent, pouvant laisser croire effectivement aux consommateurs, aux clients, que ce sont elles qui les payent. Or, c'est bien le fournisseur qui vend 100% des promotions. Rien d'illégal dans tout ça. Ces services apparaissent dans les contrats commerciaux. C'est d'ailleurs en acceptant de financer les prochaines promotions de sa marque qu'Arthur a pu obtenir une hausse de tarifs cette année. Mais pour préserver leur marge, même en période de crise, certains distributeurs mettraient leurs fournisseurs à l'amende, grâce à un système aussi lucratif que contesté. À Villeparisis, derrière les murs de cette usine,
c'est le branle-bas de combat. Christian Astruc est le 4e du nom à diriger cette pâtisserie industrielle qui travaille pour la plupart des grandes surfaces françaises. Ce matin, il y a urgence. L'entreprise a du mal à tenir ses cadences. Allez. Dans les stocks de l'usine, les ingrédients payés toujours plus cher commencent à manquer. Ça va être très tendu, hein, puisqu'aujourd'hui, on va être livré à chaque fois au compte-gouttes, jamais dans les quantités que l'on a besoin. Ouais. L'usine est au bord de la pénurie de blanc d'œuf. En cause, la grippe aviaire. 16 millions de volailles ont été abattues ces derniers mois en France. Du coup, il nous reste toute cette quantité d'œufs là et ceux-là. Ça fait à peu près 4 tonnes. Donc 4 tonnes, on tient jusqu'à début de semaine prochaine. Il reste pour 4 jours de stock, c'est ça? Il nous reste 4 jours, ouais. Donc on ne va pas pouvoir engager toutes les plannings de production que l'on avait réalisés. Il faut que tu vois avec les équipes pour réduire. Sans blanc d'œuf, c'est toute la chaîne de fabrication qui risque d'être mise à l'arrêt. Notamment celle des cigarettes russes et des rochers coco. S'il ne peut livrer les supermarchés en temps et en heure, le chef d'entreprise risque gros. Dans la grande distribution, le moindre retard coûte cher, même quand il ne se compte qu'en minutes. Pas un jour, ou presque, ne se passe sans que Christian Astruc ne reçoive un courrier de la part de ses clients. Alors Karen, concernant les pénalités. Oui. Donc on en a reçu encore aujourd'hui, cette semaine, c'est ça? Oui, les dernières sont arrivées, oui. Ça, ce sont les dernières, d'accord. Des retards de livraison ou des pénalités, 112,49 €, 256,78 €. Là, des retards de livraison. Ces courriers de pénalité viennent sanctionner des retards de livraison. La pénalité, c'est le taux de 7,5% sur le montant de la livraison, de la valeur, donc pour une valeur de 3 000 € à peu près, ce qui donne un montant de 231 €. C'est un retard qui est d'environ entre une demi-heure et 1 heure hein, sur ces dossiers-là. Est-ce que le préjudice vaut 7,5% de la valeur de votre marchandise? C'est ce que nous dit le client. C'est le coût qu'il a estimé pour ce préjudice. Cette enseigne estime qu'à chaque retard, le préjudice subi vaut 7,5% du montant de la valeur de la marchandise livrée. Celle-ci applique une pénalité à hauteur de 10% de la valeur de la cargaison. D'autres enseignes afficheraient une facture encore plus salée. Le montant des pénalités, selon nos clients, ça peut aller jusqu'à 33% de la valeur. Hein. Donc c'est plus que notre marge, largement. Hein. L'année dernière, toute enseigne confondue, son entreprise aurait payé 50 000 € de pénalité. 20% de ses bénéfices. Mais moi, j'ai signé un contrat où j'acceptais, dans mon contrat, puisque de mon contrat de vente, les pénalités. Donc aujourd'hui... Christian Astruc n'est pas à l'aise avec le sujet. Non, c'est un sujet sensible. Pourquoi c'est un sujet sensible? Parce que tout le monde le dit, et aujourd'hui, les choses restent... Christian Astruc ne veut pas se fâcher avec ses clients. Mais certaines pénalités ont vraiment du mal à passer. Donc, bon de livraison manquant, donc 160 €. Il manque un bout de papier, ça coûte 160 €. Et ça vous semble exagéré, ce montant? Pour une feuille de papier, oui, je trouve le montant relativement élevé. Hein. 160 € c'est partie de la marge nette de l'entreprise. Il faut vendre des kilos de gâteaux avant d'arriver à cette somme. Hein. Ces sanctions financières ont toujours existé dans les contrats logistiques des grandes surfaces. Chez Carrefour, par exemple, pour un retard supérieur à 2 heures, c'est 250 € selon ce document. Du point de vue des grandes surfaces, ces pénalités sont justifiées. Les retards perturbent leur organisation. Il faut donc les sanctionner pour les limiter. Mais selon certains industriels contactés, il pourrait y avoir une autre motivation qui expliquerait la multiplication des pénalités. Franchement, c'est le sport national avec la grande distribution, c'est les pénalités logistiques. Et on peut atteindre des sommes faramineuses. Chez Carrefour, sur les pénalités, donc un peu moins d'un an, on avait quasiment 200 000 €. Les pénalités, en fait, c'est un système qui leur permet de faire de la marge. La marge nette d'une enseigne, c'est 1 à 2%.
Mais en gros, il vous envoie des pénalités de 10% en moyenne. Donc, en fait, il gagne plus d'argent à ne pas être livré qu'à être livré. Sanctionner plus pour gagner plus. Les grandes surfaces ont-elles transformé ces pénalités logistiques en source de profit? Leur organisation pousse-t-elle leurs fournisseurs à la faute? Pour le comprendre, nous avons embarqué à bord de ce camion, rempli de recettes à base de viande. Donc c'est chez vous ici? C'est bon chez moi 2 semaines. Le chauffeur souhaite rester anonyme. L'homme livre tous les jours les enseignes de la grande distribution. Je vais livrer une centrale alimentaire de supermarché. Pour cette première livraison, il est attendu entre 1h et 2h du matin. La centrale est située à 317 km. Durée du trajet, 4h25. C'est relativement serré. Vous allez sur la route, il y en a beaucoup. Vous pouvez tomber en panne avec le camion. Il peut y avoir un accident sur la route. Des tributaires de beaucoup de choses. Il peut y avoir des intempéries aussi. Ça arrive quelquefois. Ça, c'est les aléas de la route. Marge d'erreur pour arriver à l'heure, 30 minutes. C'est juste, mais pour le moment, il est dans les clous. Voilà. Finalement, le trajet a été plus court que prévu. Il arrive même en avance à minuit 20. Mais une fois à l'accueil, il va avoir une mauvaise surprise. On livrait 2h, 2h15. Ok. Alors qu'il devait livrer entre 1h et 2h, étonnamment, on lui annonce que les déchargements ne débutent qu'à 2h15. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Et le camion, vous voyez, et le rouge qui est devant, là, pareil. Il est venu livrer aussi et il faut qu'il attende devant. Il nous faut attendre à l'extérieur du site. Sur le papier, il sera théoriquement en retard. L'industriel risque une pénalité de 10% de la valeur de sa marchandise. Moi, j'étais à l'heure. De toute façon, mon patron, avec ça, il me suit à la trace. Il voit qu'ici, j'étais là à minuit 20. Donc, eux, ils font comme ils veulent, ils ont qu'à me réceptionner. Mais s'ils me donnent pas un quai, je fais quoi? Je dois me battre avec le client. Après 1h30 d'attente, c'est enfin l'heure de redémarrer pour le déchargement. C'est un manutentionnaire de l'enseigne qui récupère la marchandise. Tout va très vite. Et chose plutôt surprenante, personne ne contrôle devant le chauffeur que la marchandise est bien conforme. Pourtant, l'enjeu est de taille. Dans le contrat, en cas de colis manquant, l'enseigne inflige des pénalités à hauteur de 20% de la valeur des produits absents et jusqu'à 160 € pour chaque palette avec la mauvaise date limite de consommation inscrite dessus. Là, il vérifie les colis? Non, il vérifie pas. Juste, il sort les palettes, il les dépose là-bas. Et eux, il y a des contrôleurs qui vont venir contrôler. Ça veut dire que vous pouvez à aucun moment contrôler qui contrôle bien? Je peux rien contrôler du tout. Je sais pas s'il manque de la marchandise, si les produits sont bons, si les DLC sont bonnes, c'est eux qui le font. Le contrôle se fera plus tard dans la nuit, sans la présence du chauffeur. En cas de litige, ce sera donc parole contre parole entre le distributeur et l'industriel. Il est 2h20. Le problème, c'est que les retards s'accumulent. Sa prochaine livraison est prévue entre 3h et 4h. Le GPS annonce une arrivée à 4h21 minutes. Et malgré toute sa bonne volonté, il arrive sur le site logistique avec 15 minutes de retard, au-dessus du seuil de tolérance de l'enseigne. Il est quelle heure? Il est 4h15. Voilà. Là encore, l'industriel s'expose à une pénalité de retard correspondant à 10% de la valeur de sa marchandise. À l'issue de notre tournage, nous n'avons pas pu savoir si l'entreprise avait été sanctionnée. Mais l'année dernière, la facture fut a priori salée. Selon ce document interne de l'industriel qui livre cette plateforme, en 4 mois, le groupe a reçu 22 pénalités de retard pour un montant total d'environ 19 000 €, uniquement sur cette enseigne. Les pénalités sont-elles devenues une source de revenus déguisée pour la grande distribution?
C'est en tout cas ce que nous affirme un ancien cadre du groupe Carrefour. Quelque part, c'est un peu du racket, on va dire, hein, parce qu'à la base, Carrefour ne le pratiquait pas. Hein. Après, bon, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un filon. Nous, on avait des objectifs, on était objectivés là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on devait avoir un certain montant d'indemnité à récupérer auprès des industriels. Des objectifs de pénalité chez Carrefour et des directives d'intransigeance chez Casino. Surexagéré, entre guillemets, des pénalités, c'est-à-dire un mec qui arrivait avec un quart d'heure de retard puisqu'il y avait des bouchons en région parisienne, hop, une pénalité, un colis non conforme, boum, une pénalité, un colis qui est vérifié a posteriori, boum, une pénalité. Dans la profession, certains responsables d'entrepôts seraient donc incités à améliorer leur performance en matière de pénalité. Dans ce document interne de Auchan, en 2021, on leur a fixé un objectif de 27 millions d'euros d'indemnités fournisseurs. C'est comme ça qu'ils appellent les pénalités en interne. Finalement, le groupe ne pénalisera qu'à hauteur de 22 millions d'euros. C'est tout de même mieux que l'année précédente, quand ils avaient empoché environ 13 millions d'euros. Auchan et Casino n'ont pas répondu à nos questions. Carrefour nous affirme que la fixation des pénalités est proportionnée aux manquements et tiennent toujours compte des difficultés propres à un fournisseur. Le groupe souligne que les distributeurs se sont engagés dans une charte commune à échanger avec leurs fournisseurs sur les difficultés qui peuvent naître du contexte de la crise actuelle. Si des voix s'élèvent aujourd'hui contre ces pénalités, c'est qu'elles ont pris des proportions considérables. En mars dernier, le Sénat a estimé qu'elle représentait 250 millions d'euros par an, toutes enseignes confondues. Les parlementaires l'écrivent, elle constitue bien des revenus déguisés. Mais l'Assemblée nationale a fini par siffler la fin de la partie. Depuis janvier dernier, pour éviter tout frais abusif, les pénalités doivent être proportionnées aux préjudices subis. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur, par tout moyen. Pourtant, dans ces documents que nous nous sommes procurés, on constate que Leclerc n'a pas intégralement modifié ses contrats logistiques et inflige toujours à ses fournisseurs des pénalités forfaitaires en pourcentage, sans justifier précisément le préjudice financier. L'enseigne n'a pas répondu à nos sollicitations. Alors nous profitons d'un déplacement de Michel-Édouard Leclerc dans une exploitation agricole près de Cholet pour l'interroger sur ce point. Bonjour Monsieur Leclerc, salut. Rémi Delescluze, complément d'enquête. L'homme préside le comité stratégique du groupement. Nous l'interrogeons sur l'application de la nouvelle loi sur les pénalités. On a constaté que votre enseigne, à travers ces plateformes, continue à envoyer des pénalités sous forme, vous voyez ici, là ce sont des pourcentages qui ne sont pas... Eh ben c'est pas bien. Si ça ne respecte pas la loi, c'est pas bien. Je peux pas commencer là-dessus, enfin, on voit pas ce que c'est. Alors c'est une pénalité. Est-ce que c'est une pénalité administrative, C'est une pénalité logistique. Lui, c'est Alexandre Tuelion, le directeur des affaires publiques, le monsieur influence de l'enseigne. On l'a constaté chez de nombreux... on est un peu... Ok, donc... On l'a constaté chez de nombreux fournisseurs. Moi je suis pour l'application de la loi. Je peux pas vous dire mieux, et y compris si c'est quelqu'un de notre enseigne, si c'est un chef de notre entreprise de notre enseigne qui a mal appliqué la loi, eh ben qu'on le saisisse. Allez, il faut là juste... S'il y a un problème, les fournisseurs n'ont qu'à attaquer. Fin de l'interview. Si vous m'accordez une interview... Non, je peux pas vous la donner comme ça. Allez, accordez-moi une interview. La seule chose qui les intéresse, mettre la main sur le document litigieux. Les fournisseurs ont peur. Vous dites, les fournisseurs peuvent attaquer. De quoi il s'agit, c'est pas sérieux. Et bien alors dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est un rendez-vous et on en parle. Envoyez-nous le papier. Après cette brève rencontre, nous avons de nouveau sollicité l'enseigne Leclerc. Pas d'interview possible tant qu'il ne récupère pas le document avant l'entretien. Pour protéger la source qui nous l'a confiée, nous refusons de leur transmettre. Finalement, entre la pression sur les prix et les multiples frais que payent les fournisseurs aux géants de la distribution, les consommateurs sortent-ils vraiment gagnants de ce bras de fer? Eh bien, pas forcément. Car pour maintenir leur niveau de rentabilité, certains industriels ont revu leurs recettes ou leurs emballages.
Malgré ses apparences de jeune cadre en train de faire de banales courses, Camille Dorioz mène l'enquête. Je vais prendre ma liste de courses quand même. Il travaille pour l'association de défense des consommateurs Foodwatch. Sa spécialité, traquer ce que les anglo-saxons appellent la shrinkflation. Comprenez l'inflation par réduction ou rétrécissement. Démonstration au rayon frais. Tropicana, c'était en 2019. Ça a été identifié par quelqu'un qui nous suit sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils sont passés de 1 litre à 900 millilitres et ils ont augmenté 38% le prix au litre en même temps. Du coup, ça, c'est un phénomène qui est assez connu. Et en fait, c'est des produits qui fondent sur l'inflation et sur les volontés des industriels. À l'époque, Foodwatch avait publié sur les réseaux sociaux ce message. À gauche, le jus de fruits qui faisait encore 1 litre. Et à droite, la nouvelle version qui fait désormais 900 millilitres. On passerait bien du côté des yaourts. Cette pratique n'est pas nouvelle, mais les exemples se multiplieraient selon cette association de consommateurs. C'est celui-là. Camille a repéré de nouveaux produits qui lui semblent être nettement plus légers qu'avant. Ok, c'est parti. Pour vérifier si ces références sont passées au régime sec, Camille va devoir explorer les archives du web. Le premier à passer au crible, c'est ce fromage à tartiner. Du coup, ce kiri-là, aujourd'hui, fait 144 grammes. On est sur des portions de 18 grammes, mais en fait, on nous avait signalé, quelqu'un de notre communauté nous avait signalé un changement de format en octobre dernier, qui avait fait pas mal parler de lui. Ils sont passés de 20 grammes à 18 grammes. Vérification faite, il y a quelques mois, la boîte de 8 portions de fromage faisait bien 160 grammes, vendue à l'époque 11,74 € le kilo. Aujourd'hui, elle ne pèse plus que 144 grammes et est vendue en moyenne 13,06 € le kilo. Du coup, en fait, quand on fait les calculs, on a eu une baisse de 10% de la quantité, mais on a eu une augmentation de 10% du prix au kilo. Là, le consommateur, il est perdant et il n'y voit rien, parce que qui arrive à voir qu'il manque 2 grammes à son kiri? Personne. Là, il n'y a aucune annonce de fait sur le changement de grammage. Ni vu, ni connu. Sur l'emballage, rien n'indique cette cure d'amaigrissement. Il n'y a aucune obligation pour la marque d'informer le consommateur de ce changement en fait, de format. Elle peut le faire en catimini, c'est totalement légal. Alors après, est-ce que ça induit ou pas le consommateur en erreur? Pour nous, à Foodwatch, clairement. Et les exemples s'enchaînent. À l'occasion d'un changement de recette, ce sirop est passé de 75 à 60 centilitres, prenant au passage 38% de hausse de prix au litre. Même constat pour cette eau gazeuse, la bouteille faisait 1,25 litre. Désormais, elle ne contient plus qu'1,15 litre, passant de 37 à 43 centimes du litre. Ce produit, en fait, là, il a eu une augmentation au prix à l'unité de juste 6%. 6% sur quelques centimes. En fait, vous ne le sentez pas, c'est 4-5 centimes de plus. Donc à la fin, sur le ticket de caisse, on sent peu. Par contre, au prix au litre, c'est 16%. Donc ça commence à faire un peu plus. On va commencer à s'en rendre compte. Et du coup, autant diminuer la taille pour réduire cette augmentation de prix et la masquer, si possible, aux consommateurs. Camille a interrogé les industriels. Tesser justifie la diminution du poids de son sirop afin de maintenir un prix raisonnable pour les consommateurs, suite à une forte hausse du prix du sucre en 2019. La marque d'eau, elle, lui a fait savoir qu'avec cette nouvelle contenance, la Salvetat s'est ainsi rapprochée du format standard des eaux pétillantes. Quant à Kiri, le groupe s'est expliqué dans la presse en arguant un changement de recette plus naturel et sans additifs, sans doute plus coûteux à produire. La situation actuelle, avec une inflation très forte, est totalement propice à ce type de changement en fait, de produit, parce que pour éviter d'exploser le ticket de caisse des consommateurs à la sortie, on va préférer réduire les formats, et comme ça on a l'impression de dépenser toujours la même chose, mais en fait à la fin de l'année, on a dépensé plus. Comme quoi, quand les industriels et les grandes surfaces se battent pour sauver leurs marges, ce sont rarement les consommateurs qui gagnent. Mais ça, vous l'aviez peut-être déjà deviné. Et on est de retour place de la Bourse à Paris avec vous, Karine Jacquemart. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de le voir, c'est grâce à vous et votre association de défense des consommateurs, Foodwatch, qu'on a appris un nouveau mot, la shrinkflation.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis la première diffusion de notre enquête en septembre dernier? Ça a provoqué quelques remous? Oui, alors déjà on avait publié cette enquête parce que des consommateurs, des consommatrices nous avaient alertés sur cette pratique de shrinkflation. Et puis suite à notre enquête, il y a eu une mobilisation, une très forte mobilisation, puisqu'on est quasiment à 50 000 personnes qui ont signé une pétition. Cette pétition ciblant à la fois des marques de produits qu'on avait épinglées faisant cette pratique et à la fois des distributeurs, puisque les deux portent une responsabilité sur ce qui est mis dans les rayons et l'information qui est donnée aux consommatrices et aux consommateurs. Alors on a vu dans notre documentaire, vous avez épinglé 6 produits. On a vu les 3 premiers, Kiri, Salvetta et les sirops Tesser. Vous avez également, vous remarqué une inflation cachée chez Saint-Hubert, cette margarine qui est passée de 240 à 230 grammes. Et les sucres Saint-Louis aussi passés de 750 grammes à 650 grammes. Et également les chocolats, les Pyrénéens de Lindt, dont les boîtes sont passées de 30 à 24 chocolats. On est d'accord que sur les boîtes, c'est indiqué. Alors non, ce qui est indiqué, c'est le vrai grammage. Le nouveau grammage. Voilà. Ce qui n'est pas indiqué, c'est nous avons changé en fait le poids, la quantité de produits qu'on vous vend pour quasiment le même prix. Mais pour vous, il y a quand même tromperie, même si le nouveau grammage est indiqué? Alors la tromperie, ce serait tomber dans l'illégalité. Ce que les marques nous disent et que les autorités nous disent, c'est une pratique qui est légale. Moi, je trouve que c'est sujet à interprétation, parce que normalement, la réglementation européenne est très claire. On ne doit pas induire en erreur les consommatrices, les consommateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas honnête et ça n'est pas transparent. C'est légal mais malhonnête, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est légal mais c'est pas légitime. Leurs arguments, si vous voulez, pour se justifier, sont totalement incroyables. Justement, parce que vous les avez tous, vous avez publié toutes ces réponses sur votre site internet. On peut facilement les voir. Alors, on en a publié certaines dans le reportage pour la Salvetta, Tesser et pour le Kiri. Mais les sucres Saint-Louis, par exemple, vous ont expliqué que ça correspondait en fait à l'évolution de la consommation de sucre de bouche. En gros, on consomme moins de sucre, donc c'est normal qu'on en mette moins dans les paquets, c'est logique. Les beurres Saint-Hubert ont expliqué qu'il fallait compenser en partie l'investissement du nouvel emballage plus écolo. Et les chocolats les Pyrénéens, les chocolats de Lindt ont expliqué que c'était une hausse des coûts de leurs opérations, impactées notamment par le coronavirus. Est-ce que parmi tous ces arguments, il y en a certains qui s'entendent? En fait, aucun de ces arguments ne justifie le manque de transparence. C'est-à-dire que si à un moment donné on met moins de sucre, très bien, informez les gens. En fait, c'est tout simple. Leur argument principal, c'est de dire, mais alors vous savez, avec l'inflation et l'augmentation des matières premières, ça se répercute sur les prix. Et comme on a voulu montrer un prix qui reste abordable pour les gens, on a préféré baisser la quantité. Mais en fait, le rapport qualité-prix, il se dégrade, il ne se maintient pas. Informer les gens. Et justement, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute des marques, des industriels, ou est-ce que c'est la faute aussi de la grande distribution? On avait posé la question en septembre dernier à Dominique Schelcher, PDG de Système U, et voilà ce qu'il nous répondait. On lui avait demandé ce qu'il pensait de la shrinkflation. Ça, c'est un phénomène évidemment que nous, les distributeurs, on subit. En tout cas, nous, on se bat contre ça, parce que c'est pas une bonne façon de gérer ces périodes. C'est une façon de pas forcément être très transparent. Quand on l'entend, on a l'impression qu'il est complètement d'accord avec vous, que la grande distribution vous soutient. Quand on parle de scandale alimentaire, on entend la même chose. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à se renvoyer la balle, les fabricants et les distributeurs. Chacun porte sa responsabilité. Et si on remet un peu en perspective, le problème, c'est que c'est l'ensemble du système de la construction des prix qui est totalement opaque. Et c'est le consommateur, les consommatrices, in fine, qui se retrouvent face à des prix dont on ne comprend absolument pas comment ils ont été faits et qui profitent des crises ou non. Sur la shrinkflation, que pourraient faire les distributeurs pour contrer ça? Ils pourraient déjà s'assurer que l'information des fournisseurs, elle est claire. Et les fournisseurs devraient, selon nous, l'indiquer sur l'emballage et les distributeurs devraient l'indiquer dans les rayons. Ce qu'il faut, c'est reconnaître que chacun dans la chaîne porte une responsabilité, y compris d'ailleurs les autorités publiques. Et il faut obliger et réclamer à chacun de prendre ses propres responsabilités. Alors, en parlant des autorités publiques, le lendemain de la diffusion de notre enquête, il y avait eu un tweet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée notamment au commerce. Elle avait à l'époque expliqué « On ne joue pas avec le portefeuille des Français. J'ai demandé à la DGCCRF de mener immédiatement une série de contrôles afin de constater s'il y a des pratiques commerciales trompeuses. » Est-ce que vous étiez satisfaite de cette prise de parole? C'était intéressant de voir qu'il y avait tout de suite une réaction politique. Le souci, si vous voulez, c'est que en fait, l'enquête
finalement s'est révélée assez différente. C'était pas exactement la shrinkflation. Ce que la répression des fraudes a contrôlé, c'était la différence entre le poids du produit affiché sur le produit et puis ce qui est affiché dans le rayon et le prix au kilo. On cherchait une entourloupe sur la shrinkflation, on a trouvé une autre combine en fait. Mais l'entourloupe sur la shrinkflation, la première réponse justement des fabricants et des marques, c'est de dire c'est légal. Ouais. Donc le sujet, c'est pas tant de demander aux contrôleurs d'aller voir si c'est légal ou si c'est pas légal. Le sujet, c'est qu'on a demandé à Olivia Grégoire, et on a rencontré son équipe encore la semaine dernière, pour dire c'est à vous. Vous avez le pouvoir et donc vous avez le devoir là de renforcer la réglementation. Justement, on a interrogé Olivia Grégoire ce matin et elle nous a dit ceci à propos de la shrinkflation. Elle avait même une annonce à nous faire. Je ne me contente pas de l'étude qui a été faite à la suite de votre reportage en septembre dernier. Et dès la rentrée prochaine, je vous l'annonce, je saisirai le Conseil national de la consommation, que j'ai l'honneur de superviser en tant que ministre de la Consommation, pour qu'il établisse une enquête approfondie, à la fois sur la shrinkflation, mais aussi sur le prix des produits spéciaux, des formats spéciaux qu'on peut trouver parfois dans certains commerces, pour vraiment regarder de très près si aujourd'hui les réponses réglementaires, les amendes, les sanctions sont toujours suffisantes ou s'il faut renforcer l'arsenal, comme on dit, réglementaire, pour sanctionner plus durement ces pratiques qui sont inacceptables. Donc le Conseil national de la consommation sera saisi par la ministre que je suis au mois de septembre, je vous l'annonce aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle ça ou c'est un peu trop théorique? Non, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en plus la ministre parle de shrinkflation mais aussi de l'autre dossier que Foodwatch a publié il y a quelques semaines sur les formats spéciaux. Donc c'est aussi nous qui avons lancé l'alerte. Ça c'est quoi? C'est les formats familiaux, c'est ça? Où on se rend compte que... C'est quand vous trouvez des formats familiaux, plusieurs paquets ensemble et on s'attend de bonne foi à ce que ce soit moins cher. Et en fait quand on compare, ça n'est pas toujours le cas. Et là aussi on a interpellé notamment les distributeurs qui reconnaissent qu'il y a un sujet mais aucun ne s'engage à arrêter les choses. Donc là, que la ministre s'empare du sujet pour dire je vais regarder si au niveau réglementaire, on a beaucoup insisté là-dessus, je suis ravie qu'elle le reprenne, pour dire on va regarder s'il faut renforcer la réglementation, c'est une bonne nouvelle. Et saisir le Conseil national de la consommation, ça consiste en quoi exactement? Ça réunit les associations de consommateurs et les opérateurs privés, c'est-à-dire également l'industrie agroalimentaire, la fédération des distributeurs, etc. C'est un premier pas vers une évolution réglementaire, c'est ça? Il est hors de question que ça finisse par une conclusion molle sur des engagements volontaires des entreprises. Ce que Foodwatch demande, comme sur beaucoup d'autres sujets liés à la santé et à la transparence, c'est une obligation réglementaire. Ça veut dire aussi des concertations avec l'industrie agroalimentaire et les distributeurs. Je sais très bien par expérience sur beaucoup trop de dossiers que eux vont pousser pour des engagements volontaires en disant tout va bien, pas besoin de réglementation, faites-nous confiance. Vous demandez des sanctions, c'est-à-dire si les marques qui refusent ou qui n'indiqueraient pas le changement de grammage, qu'elles soient sanctionnées, qu'elles aient quoi, des amendes, qu'elles aient... Une obligation d'information, en l'occurrence. Donc, qui est une obligation d'information pour vraiment respecter le droit à l'information des consommateurs et des consommatrices. Et pourquoi obligation? Vous avez raison, c'est parce que comme ça oblige à ce qu'il y ait des contrôles et des sanctions. Si c'est un engagement volontaire, la règle du jeu n'est pas la même pour tout le monde, c'est pas possible pour les consommateurs de s'y retrouver. Et ensuite, volontaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle ni de sanction. Ça n'est pas sérieux. Il y a une proposition de loi sur la shrinkflation portée par un député Les Républicains. On lui a parlé par téléphone. Lui, il regrette de ne pas être soutenu par d'autres députés de l'opposition et de la majorité. Oui, à notre connaissance, la proposition n'était pas tout à fait aboutie, mais surtout, pour une fois, puisqu'il est possible en fait de prendre une décision réglementaire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par l'Assemblée nationale, par une proposition de loi, par quelque chose de très compliqué. Pas besoin d'une loi, le gouvernement pourrait agir directement. C'est pour ça qu'on cible directement, qu'on est en dialogue, mais qu'on maintient aussi la pression avec tous les gens qui signent la pétition, qu'on peut continuer à signer pour pousser sur foodwatch.fr. C'est pour ça qu'on s'adresse à la ministre pour dire vous avez le pouvoir et la responsabilité de prendre une décision rapide. Malgré la pétition, malgré vos communications, la shrinkflation, ça continue à votre connaissance? Oui, ça continue et on a encore mis la main là, sur des produits. Alors justement, on va revoir ces trois produits que vous nous avez communiqués. On a le riz Uncle Ben's qui est passé de 250 à 220 grammes, alors que le prix du paquet est passé de 1,89 € à 2,20, ce qui fait une augmentation de 35% du prix au kilo. Le chocolat Lindt également, la tablette qui est passée de 240 grammes à 220 grammes. Et là, le troisième exemple est vraiment intéressant, ce sont ces fruits rouges vendus par la marque Carrefour.
on a l'impression que le prix baisse puisqu'il passe de 4,43 € à 3,85 €, sauf que comme le poids est passé de 650 grammes à 500 grammes, en réalité, le prix au kilo augmente. En fait, c'est ça aussi la shrinkflation. On vous fait croire que vous payez moins cher, alors qu'en réalité, vous payez plus cher. Et on essaie de vous faire croire un truc qui n'est absolument pas la réalité. Je répète que dans le contexte d'inflation actuelle, où de plus en plus de nos concitoyennes et concitoyens ont du mal à avoir un accès à une alimentation saine, c'est totalement inacceptable. Et on porte tous une responsabilité. Fabricants, distributeurs, autorités publiques. Il faut que ça cesse. Or, l'enquête qu'on est en train de continuer à mener et ce que ces produits qu'on a trouvés illustrent, c'est que ça ne va pas s'arrêter tout seul, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup, Karine Jacquemart, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Un grand merci à Hugo Plagnard et Séverine Aubrin à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Nicolas Ferraro à leur réalisation. Tout de suite, c'est Nous les Européens, présenté par Éléonore Gué. Excellente fin de soirée à tous sur France 2.